L'impôt, rien que le mot, parfois ça fait un peu grincer des dents, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vraiment le pilier de notre société. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez incroyable, celle de comment la France est passée d'un système où le roi disait simplement «je prends» à un système beaucoup plus complexe où notre consentement, à nous tous, est devenu la pièce maîtresse. C'est une véritable saga qui mêle pouvoir, révolution et bien sûr beaucoup d'argent. Allez, pour bien commencer, je vous donne un chiffre. 1 268 milliards d'euros. C'est colossal. C'est la somme de tous les prélèvements obligatoires en France, juste pour une année. C'est avec cet argent qu'on finance tout. Nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. C'est littéralement le carburant de notre vie collective. Mais justement, ce chiffre gigantesque, il soulève une question toute simple, mais fondamentale. Au fond, pourquoi est-ce qu'on accepte de payer? Qu'est-ce qui fait qu'on donne une partie de notre argent à l'État? C'est toute l'histoire de ce oui collectif qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps. On part à une époque où le pouvoir d'imposer, c'était plus une arme qu'un accord. Une histoire absolue, et souvent assez brutale. Avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, le système était complètement arbitraire. Le roi et les seigneurs prélevaient des impôts sans demander l'avis de personne. Et pire encore, tout ça était réparti de manière totalement inégale. En gros, les plus puissants, la noblesse, le clergé, bénéficiaient de privilèges et ne payaient quasiment rien. Évidemment, un système pareil ne pouvait pas tenir éternellement. Une idée, toute simple mais absolument révolutionnaire, a commencé à faire son chemin. Et elle va tout changer, bien au-delà des frontières de la France. Et cette idée, elle a voyagé. Regardez un peu cette chronologie. Tout commence à germer en Angleterre dès 1215. Puis, ça traverse l'Atlantique, ça nourrit la Révolution américaine. Et enfin, ça explose en France en 1789. Mais partout, le principe est exactement le même. Le peuple doit donner son accord pour être taxé. C'est la naissance du consentement à l'impôt. Et tout ça, ça se résume en une seule phrase, un slogan devenu culte, pas de taxation sans représentation. C'est devenu le cri de ralliement de l'époque. L'idée est simple, si on paye, alors on doit avoir notre mot à dire. Le pouvoir fiscal ne vient plus d'en haut, du roi, mais d'en bas, du peuple, à travers ses représentants. Bon, la révolution est passée, il faut tout reconstruire. Et surtout, il faut que ce soit plus juste. Une des premières tentatives, ce sont les 4 vieilles. L'idée, c'était de ne pas taxer les revenus. Ça, c'était jugé trop personnel, trop intrusif. Mais plutôt de taxer les signes extérieurs de richesse. Et là, ça a donné des trucs assez surprenants. Le plus célèbre, c'est l'impôt sur les portes et les fenêtres. Oui, la logique était simple. Plus on a de portes et de fenêtres, plus on est riche et donc plus on paye d'impôts. Fallait y penser. Toute cette quête de justice a profondément transformé l'impôt. Aujourd'hui, son rôle ne se limite plus à remplir les caisses de l'État, il a en fait 2 missions bien distinctes et bien plus complexes. Alors, d'un côté, il y a la fonction qu'on connaît tous, la fonction budgétaire. C'est simple, l'impôt remplit les caisses pour payer nos services publics. Mais de l'autre, il y a une fonction bien plus subtile, la fonction interventionniste. Là, l'impôt devient un outil pour nous influencer, pour orienter nos comportements. C'est une sorte de télécommande pour la société. C'est ce qu'on pourrait appeler la technique du bâton. Par exemple, l'État ne va pas interdire de vendre des grosses voitures polluantes, mais il va les rendre beaucoup plus chères avec un malus écologique. C'est la même chose pour le logement. Un propriétaire qui laisse un appartement vide dans une zone tendue va payer une taxe supplémentaire. L'idée, c'est bien de décourager ces comportements. Mais l'État n'utilise pas que le bâton. Loin de là. Il a aussi tout un tas de carottes pour nous encourager à adopter des comportements jugés vertueux. Et c'est là qu'on entre dans le monde fascinant des dépenses fiscales. Alors, ces fameuses carottes fiscales, parlons-en. Ce sont toutes les manières que l'État a de nous encourager à agir d'une certaine façon. Et ça représente un montant absolument énorme. De l'argent que le budget de l'État ne voit jamais passer. 80 milliards d'euros. Chaque année. C'est ça, le coût des dépenses fiscales. En fait, ce n'est pas une dépense directe, c'est de l'argent que l'État décide de ne pas nous prendre pour nous inciter à faire quelque chose. Faire un don à une association, embaucher une aide à domicile, investir dans l'innovation, il y en a des centaines. Alors comment ça marche concrètement? Il y a 4 grandes familles. L'exonération, c'est simple, un revenu n'est juste pas taxé. L'abattement, ça réduit la base sur laquelle l'impôt est calculé. La réduction, ça vient diminuer directement le montant de l'impôt qu'on doit payer. Et enfin, le plus avantageux de tous, le crédit d'impôt, qui peut même aboutir à un chèque du Trésor public. Regardons de plus près la différence entre une réduction et un crédit d'impôt, car c'est crucial. Imaginez que votre impôt, c'est un seau à vider. Avec la réduction, vous pouvez vider le seau jusqu'à 0, mais c'est tout. Si la réduction est plus grande que l'impôt,
tant pis. Avec le crédit d'impôt, non seulement vous videz le seau, mais si l'avantage est plus grand que votre impôt, l'État vous verse la différence. C'est de l'argent qui arrive directement sur votre compte. Évidemment, ce système de carottes a ses limites. D'abord, son coût est énorme. On l'a vu. Ensuite, leur efficacité est parfois discutable. Et puis, il a souvent été critiqué pour favoriser les plus aisés. Pour essayer de limiter les abus, un plafonnement global a été mis en place pour que personne ne puisse effacer complètement son impôt en cumulant toutes ces niches fiscales. Ok, on a vu l'histoire, on a vu les outils, mais pour que tout ça tienne debout, il faut un ingrédient essentiel, le consentement. Et ce consentement, ça s'entretient. Voyons comment l'État travaille aujourd'hui à maintenir cette relation de confiance avec les contribuables. Le temps de la confrontation pure et dure s'est un peu révolu. Aujourd'hui, l'administration fiscale essaye de se positionner davantage comme un partenaire, comme un service qui accompagne. Les maîtres mots, ce sont la simplification, la numérisation et le dialogue. Pour que le consentement perdure aujourd'hui, la clé, c'est la confiance. Et cette confiance, elle se gagne avec des choses très concrètes. Des déclarations pré-remplies plus simples grâce au numérique, des explications plus claires sur le site des impôts et la possibilité de dialoguer plus facilement avec l'administration. C'est vraiment un pont qu'on essaie de construire entre l'État et le citoyen. On a vu tout le chemin parcouru, de l'ordre du roi au dialogue en ligne. L'impôt est devenu un outil incroyablement puissant, pas juste pour financer l'État, mais pour façonner notre société. Alors la grande question qui reste, c'est où est le juste équilibre ? Est-ce que l'impôt doit simplement financer nos besoins actuels, ou est-ce qu'il doit aussi et surtout servir à construire activement le monde de demain ? C'est le grand débat qui nous attend tous.